J'ai beaucoup un mot qui se répète, et un mot qui se répète pendant les 2 derniers jours, c'est communication. Alors, on me parle de communication, 200 000 communications. J'écoute très bien. Il est important de savoir ce que nous pouvons dire, ce qu'on ne peut pas dire. Parlez à vos enfants, dites à vos enfants que vous prenez des médicaments, dites-leur que ce n'est pas de leur faute, dites-leur que ce sont des messages forts que j'ai entendus aujourd'hui. J'ai aimé ce qu'Elena avait mentionné vers la fin. Elles avaient mentionné sur comment rester connectés, unis avec les enfants, reconnaître également qu'il existe des défis. Quand nous avons une blessure morale, qu'il existe deux parents. Comment rester liés les uns aux autres, hein. Voyons que les parents vivant avec une blessure mentale et traumatique sont là peut-être il est important de connaître les symptômes, il est important de savoir que les médicaments peuvent causer des symptômes, peuvent causer un changement de comportement et il est important que les parents trouvent une voie et une manière d'être connectés avec les parents avec les enfants et quand et nous avons vu dans le question-réponse, hein, il y a quelqu'un qui avait dit, j'aurais espéré que le programme était là quand mes enfants étaient un peu plus jeunes, comme un peu ce que mon collègue vient de dire, hein. Je suis très reconnaissant, nous avons entendu également d'autres, certains programmes. Qu'en est-il des programmes pour les meilleurs amis, pour les parents, pour la famille étendue, et ceci vous savez, on ne peut aller de l'avant qu'en ouvrant la voie au fur et à mesure. Donc là, ce programme est ouvert nous avons ouvert ce programme pour les enfants, puis au fur et à mesure, il va s'agrandir. Il est très important d'avoir une conversation avec les enfants sur ce qui s'est passé et euh, et vous pouvez exprimer dans un journal ce que vous avez vécu et souligner encore une fois à les enfants que ce n'est pas leur faute, hein. Ce n'est pas la faute des enfants et c'est quelque chose qui est rassurant pour nous. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Oui, alors faisons-le. Merci à Pauliane et à Larissa. Alors j'espère que vous avez profité, vous avez vu l'importance, le partage des voix, en reconnaissant également cette expérience vécue. C'est un domaine d'expertise à lui seul. On peut valider d'autres expériences, améliorer les services, affiner les expériences, améliorer les résultats pour les anciens combattants, les familles qui vivent avec des blessures mentales. Je vais encore réitérer les vôtres, hein. Et quand nous recevons des combattants, des anciens combattants, on parle de la police, des militaires et ainsi de suite. Mais j'aimerais que vous nous joigniez à moi pour souhaiter la bienvenue à nos panélistes pour cette session dernière. Nous vous entendons, vous voix, en donnant une voix aux anciens combattants, à leur communauté et aux familles, et, et on leur donne une histoire, hein. Peut-être que ça serait bien de faire une présentation très rapide. Larissa. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, juste pour réitérer dans la diapo, nous sommes ravis d'avoir beaucoup de présentations. Nous voulons vous présenter autant de présentations diversifiées que possible. Nous l'avons vu dans la session questions-réponses. Nous avons parlé de la culture sous-culturelle des anciens combattants. Nous sommes contents d'avoir Bethany Eastbrook, qui est un enfant adulte, qui épouse également. Nous avons Jane Anderson, qui est un ancien combattant. Tim Jelliffe, qui est un époux. Et Jen Welburn, qui est un ancien vétéran des forces armées du Canada, et nous avons Lauren Brown qui est membre de famille d'anciens combattants et une sœur, hein. Donc nous sommes tous, nous vous souhaitons la bienvenue et c'est un grand plaisir de vous écouter. Je pense en premier lieu, je vais vous donner la parole à vous. Bethany, est-ce que vous pouvez partager avec nous, selon votre expérience d'enfant adulte, quels sont les grands défis dont font face les enfants adultes? Absolument. Je pense que nous avons parlé de cela au cours de ce sommet, mais l'ancien combattant vétéran dans l'armée et SNNP, nous devons toujours en parler. Les enfants militaires font partie de cette expérience. Cette expérience n'est pas unique. Mais l'élément clé, c'est que l'une des choses les plus difficiles en tant qu'enfant de vétéran, c'est quand vous arrivez à 18 ans, vous devenez adulte, de temps en temps, vous avez plus l'impression que vous n'êtes plus intégré dans les traitements, la planification de traitement, de la manière que les membres de la famille qui vivent avec l'individu qui vit le OSI
Cependant, c'est pas parce que vous ne vivez plus avec la famille, comme avec le militaire, hein, que vous ne souffrez pas, que ce qui se passe ne vous impacte pas. Et donc, par exemple, je me rappelle être revenue pour rendre visite à mes parents après que mon père est revenu de champ de bataille de l'Afghanistan, et voyant que quelque chose a passé, mais tout le monde essayait de mettre un beau visage et un sourire, hein, parce qu'on voulait, et donc c'était une tentative de normaliser les choses, disons, a servi juste à me faire sentir comme je ratais quelques parties manquantes en matière de dynamique familiale, hein. Et j'étais impuissante à faire quoi que ce soit, même à voir, car tout le monde essayait de prétendre que toutes les choses allaient bien à la maison. J'avais l'institution comme s'il y avait, j'avais l'impression qu'il y avait un, un, un secret caché, alors qu'il y avait un SSPT. Et c'était un stress également. Les parents, des fois, souffrent d'un stress de retour. En tant qu'adultes, des fois, il est très difficile de trouver des voies tangibles d'appuyer les parents quand vous n'êtes pas à la maison, quand vous voyez pas leur vie quotidienne. Donc, si vous vivez un peu plus loin, alors c'est difficile de faire des choses, de sentir des choses, de faire partie de cette chose, de cette. Donc, rappelez-vous tous il est important de rester connecté, que réfléchir à la famille, réfléchir à ces éléments. L'autre partie difficile en tant qu'enfant adulte, c'est que sentir que vous vivez dans le chaos. Beaucoup d'enfants adultes, nous parlons, l'une des représentants a parlé de résistance et de résilience. Il est important de continuer à penser de la résilience et la résistance. La résilience, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin pour les enfants adultes et les enfants d'avoir de l'assistance, de naviguer et d'avoir recherché un appui et un soutien au cours de ce processus, car nous en avons vraiment besoin. Merci beaucoup, Bethany. J'essaie de connaître votre expérience et c'est quelque chose avec laquelle nous avons parlé avec les jeunes enfants. Si vous leur expliquez pas ce qui se passe, ils vont s'en remplir les vides. Même les jeunes enfants, ils sont assez observateurs. Et si vous leur expliquez pas ce qui se passe, alors vous les laissez comme ça. Alors si vous leur dites le papa ou la maman ne se sent pas bien, alors dans une tentative de votre famille de vous protéger, euh, euh, alors ce sentiment pourrait paraître bizarre, hein. Et comme au fur et à mesure que vous prenez de l'âge, alors vous pouvez remplir les vides à votre aise, vous pouvez le faire. Je me souviens avoir été un enfant et avoir les mêmes expériences, mais remplir ces vides de façon différente. Et au fur et à mesure, en grandissant, euh, parler, je pense qu'il est très important de parler aux enfants. Parce que l'enfant va penser, si on lui parle pas, l'enfant va se dire j'ai fait quelque chose de mal. Et c'est peut-être que si j'ai pas fait quelque chose de mal, alors la communication a été meilleure. Donc la communication est cruciale à travers toute. Donc la communication est clé. Euh, Merci beaucoup, Bethany. Merci beaucoup. Ce que vous avez évoqué m'apparaît très important. Et cela a une très grande importance pour les enfants et pour comprendre l'impact euh, au sein des regards d'un enfant. Concernant les programmes qui ont été mentionnés, cela n'était pas disponible dans le passé. Donc comment maintenant aider ces enfants un peu plus grands euh, à faire face à ces questions? Maintenant, qu'en est-il des enjeux, des défis auxquels vous devez faire face en pouvant proposer des programmes de soutien, votre faire en tant qu'ancien euh, combattant? Merci, merci Paul. Mon frère est plus grand pour moi. Il a subi malheureusement un AVC il y a quelques années. Et nous avons compris que lorsqu'il était plus jeune, il y avait beaucoup de secrets qui avaient été beaucoup de secrets qui n'auraient pas été suffisamment mentionnés.
C'est un homme noir. Il a souffert de racisme, la violence, les insultes, et cela était assez choquant pour moi. Savoir qu'il avait dû porter cela pendant des décennies. Et lorsque l'on a regardé sa vie, euh, il a souffert d'alcoolisme, addiction à l'alcool, et des complications se sont ajoutées à cela. Et nous avons compris qu'il avait dû souffrir une tragédie. Ça a été très intéressant pour moi de pouvoir partager avec ce groupe pour pouvoir comprendre euh, cette expérience. Et ça a été très important pour son fils de comprendre ce par quoi son père était passé. Donc je suis assez triste de comprendre que de voir que quelqu'un qui est plus grand que vous, qu'il faut bien évidemment le respecter, lui rendre hommage et euh, comprendre qu'il est indépendant, même si c'est votre grand frère, même si en fait c'était quelque part mon fils du fait de ses blessures. À ce titre, j'ai compris qu'il était important d'être gentil lorsqu'on fait face à des euh, frustrations, pouvoir être flexible, parfois faire un pas en arrière pour faire deux pas en avant. Ça n'est pas à moi, bien évidemment, de blesser mon frère. Ça n'est pas à moi de le juger, de juger mon frère. Je veux prendre soin de lui. Je veux les meilleurs soins pour lui, le meilleur traitement. Je veux le soutenir en ces moments les plus difficiles, notamment concernant notamment cette information aux États-Unis qui a été euh, publiée hier, qui par exemple pourrait toucher et affecter mon frère par des problèmes, des stress que je ne peux pas toujours comprendre. Je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité pour mon frère. Je suis très heureuse également et très fier des gens qu'il a servis et également des enseignements et des changements qui sont en cours. Merci Lorraine, merci beaucoup pour votre témoignage. Une autre question, s'il vous plaît. À travers cela, y a-t-il d'autres ressources qui pourraient vous aider personnellement à pouvoir entreprendre ce processus de compréhension ou des ressources notamment qui pourraient aider et que vous pourriez partager avec nous? Absolument. Je suis extrêmement reconnaissante et du Bureau des anciens combattants parce qu'ils ont proposé beaucoup de soutien psychologique pour me soutenir et mon frère également. Très heureux de la personne avec qui je travaille, qui est spécialisée dans le soutien aux anciens combattants et les familles de ces vétérans. Ils ont un véritable technique de compréhension qui peuvent nous aider. Et moi-même, en tant qu'éducatrice, travailleur social, j'ai une grande expérience en termes d'interaction humaine. L'humain me parle énormément et je sais ce qu'est que de soutenir, d'aider des anciens combattants. Les psychologues ont pu m'encourager à pouvoir euh, avoir accès à des soins, à certains soutiens psychologues. Et pour moi, ça a été très intéressant de comprendre que j'ai pu faire attention à cela et pouvoir prendre soin de moi, prendre soin de ma santé mentale, de pouvoir prendre du recul et également de tracer des frontières avec mon frère pour pouvoir prendre soin également de moi. Et cela m'a aidé de réaliser cela. Merci Lorraine pour votre témoignage. Très important. Ce que vous dites, Lorraine, votre frère, votre frère a un handicap physique. Et lorsque vous prenez du recul, beaucoup de familles se sentent parfois coupables pour cela. Mais c'est quelque chose qui est très important. Merci beaucoup. J'aimerais d'ailleurs m'excuser. Nous n'avons
pas les acteurs de Seinfeld, ces fameux acteurs, célèbres acteurs de Seinfeld, la série Seinfeld, je m'en excuse. Mais maintenant, je vais passer la parole à Tim. Vous êtes l'épouse d'un vétéran. Vous avez été un travailleur social sur ces questions. Et qu'en est-il des soins qui sont proposés aux parents? C'est très important. Merci pour vos présentations, très intéressantes. Merci beaucoup pour nous avoir permis d'écouter toutes ces expériences tellement importantes en tant que père et en tant que soutien pour mon épouse. Au cours des années, j'ai essayé de soutenir mon épouse et ce que je voulais souligner, c'était la transition à partir du moment où étaient mes enfants lorsque moi-même j'ai commencé à entreprendre mon parcours de soins. Je pense que les informations qui étaient disponibles, les jeunes enfants entre 9 et 10 ans, on va dire, les informations à l'époque, à mon époque, étaient complètement différentes par rapport à aujourd'hui, pour ceux qui ont entre 15 et 16 ans. Et cela m'amène à penser qu'il y a un nouveau narratif qui est proposé pour les jeunes, les adolescents. Et je pense que si je devais partager quelque chose, je pense que ça serait le fait que pour les jeunes, j'ai essayé, les jeunes enfants, j'ai essayé de faire de mon mieux pour les protéger de la dureté du stress post-traumatique. J'ai essayé de les protéger, donc j'ai essayé de prendre soin de moi, protéger ma famille, mes proches. Au début, j'ai été un bouclier pour mon plus jeune, et ainsi que à l'époque, c'est le sentiment de mon épouse à l'époque, lorsque je faisais face à des frustrations, lorsque je n'étais pas capable de faire face à un certain nombre de questions, des tâches quotidiennes, simplement faire face à des tâches quotidiennes, donc protéger mes enfants des frustrations, de la mauvaise humeur qui pouvaient nous toucher de temps en temps, c'est quelque chose que j'ai dû absorber, qui était difficile pour moi. Et cela est en fait la présentation que j'ai proposée dans une vidéo. Lorsque je vais réaliser cette vidéo, donc cela fait quelques années, ça fait 5 ou 6 ans que j'ai réalisé cette vidéo, donc je ne sens plus ce poids à porter, cette charge. Donc je pense que j'ai pu faire face à ces nouveaux changements, et cela est très important avec mon épouse. Aujourd'hui, je peux faire face à ces questions. Je suis capable de voir si mon épouse, par exemple, est de bonne humeur ou si elle est de mauvaise humeur. Donc je suis capable de savoir si elle va exploser, hein, si elle va s'énerver. Donc j'ai pris quelques notes, si vous me permettez. Donc la communication est très importante. Et donc lorsque les choses changent pour mon épouse, je pense qu'il faut poser les bonnes questions. Donc vous avez une liste. Savez-vous ce qu'il en est? Qu'en est-il des changements? Donc je ne dis jamais à ma femme, par exemple, qu'est-ce qui t'arrive? Quel est ton problème? Je ne fais jamais cela, parce que cela ne peut pas provoquer une réponse positive. Je pose toujours la question pour savoir ce qui se passe, pour
comprendre. Cela peut être dû à un déclencheur, un message téléphonique par exemple, notamment sur les médias sociaux, et cela peut euh, renforcer cela. Donc, en demandant cela, il faut comprendre que l'on peut nous aider. Maintenant, pour revenir aux enfants, aux adolescents, comment comprendre les blessures de ma femme? Mes enfants ont pu comprendre ce même processus. Et Chrissy pourrait témoigner là-dessus. Donc c'est un très bon exemple. La dernière fois, précédemment, il y a eu quelques changements avec notre famille étendue. Mon beau-fils a eu une nouvelle arrivée dans sa famille. Donc en posant la bonne question, j'ai compris que ce qui s'était passé du fait du changement dans ma famille étendue, mon beau-fils en fait, cela a provoqué un petit peu l'ire de mon épouse. Donc simplement, j'ai posé une bonne question, j'ai essayé de la réconforter afin de calmer, de faire face à ce trop-plein d'émotions et de changer sa colère, son incompréhension en sentiment positif. Parce que j'avais senti que lorsqu'elle a abordé ce sujet au début, j'ai senti de la colère et simplement en posant ma main sur son bras, j'ai réussi à la calmer. Donc, suite à cela, cela a résolu la pression, cela a fait sauter la pression. Elle a compris qu'elle n'était pas seule. Donc, ce sont des petits exemples sur comment j'arrive à gérer le stress de mon épouse. Donc, ainsi, j'ai réussi à partager cette charge avec elle, cette charge émotionnelle. Et cela nous aide, peut être extrêmement positif. C'est une très bonne stratégie, Tim. Et je pense qu'un conseil que j'ai reçu de mon psychologue, c'est d'être à l'écoute, poser des questions, être présent. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage. Vous m'avez ôté les mots de la bouche, mais si quelqu'un veut élaborer un peu plus sur cette expérience concernant les familles, les anciens combattants, concernant le sommet virtuel, nous avons un lien avec des histoires numériques qui ont été créées par des anciens combattants et les familles des anciens combattants pour rebondir sur l'expérience de Diane et de Tim. Polly, je vous repasse la parole. Merci à tous. Je pense que la question suivante, Bill, va vous intéresser. En tant qu'ancien combattant, qu'avez-vous observé au sein des membres de votre famille? Le diagnostic que vous avez réalisé? Qu'est-ce que vous avez observé dans la famille? L'impact sur la famille lorsque l'on regarde ce qui s'est passé. Nous avons ces questions de stress post-traumatique. Tout cela s'est passé dans notre famille avec un impact très négatif. Ce que j'avais envie de dire, c'est que au sein de mon foyer, euh, c'est brisé en mille morceaux. Mon épouse, mon enfant, mon fils étaient affectés par cette situation. Ma femme s'énervait très rapidement. Donc nous avons commencé à voir la réaction à notre processus de guérison. Ainsi, la réponse initiale, et c'est la partie la plus difficile, c'était d'intérioriser le sentiment de culpabilité. Votre famille change, elle est affectée par cette situation, et vous avez un sentiment de culpabilité, et vous avez envie de rester seul très souvent.
Parfois, vous avez envie de vous isoler, aller au sous-sol et rester seul. Et vous commencez à avoir ce problème de confiance. Parce qu'à cause de vous, parfois, vous avez le sentiment qu'à cause de vous, votre famille euh, connaît des difficultés. Donc il y a un filtre très négatif que l'on peut avoir. Merci. Merci d'être si honnête avec nous. Comment est-ce que vous avez pu revenir en arrière concernant ces problèmes de stress post-traumatique? Comment est-ce que j'ai pu retourner la situation? Donc j'ai essayé d'être plus à l'écoute. J'ai envoyé un email à la famille et à mes amis et j'ai expliqué ce qui s'était passé. J'en ai parlé sur les médias sociaux pour expliquer ce qui se passait, expliquer ce qu'était ce stress post. Donc j'ai en fait ouvert la porte à la compréhension. Donc j'ai parlé sur l'aspect émotionnel et ainsi nous avons pu travailler sur la compréhension des problèmes qui nous touchaient. Donc quelques références qui ont été données, proposées, et d'essayer d'être direct également. Donc on a rétabli les canaux de communication et ainsi on a pu se parler, prendre du temps ensemble et changer la dynamique. Merci beaucoup. Cela est très important pour vous d'être ouvert avec le diagnostic. Cela a eu un impact très positif sur votre interaction avec votre famille et aller un peu au-delà. Et bien évidemment, de d'aller au-delà. Donc, merci à vous, à votre famille. En fait, vous avez réussi à éclater la bulle, en fait, et de vous inscrire dans un cercle vertueux. Les enfants et les adultes peuvent comprendre l'importance de cela. Donc, lorsque l'on parle, même parfois avec les enfants devenus grands, ils ne se souviennent même pas de ce qui s'est passé, cette bulle. Donc, Diane, maintenant, comment est-ce que votre famille a réussi à en arriver là? Et est-ce que vous avez des conseils à nous proposer? Je pense que votre micro est éteint, Diane. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Ma question c'était, est-ce que votre micro est éteint? C'était ma question. Je vais vous demander qu'est-ce qui vous a aidé, à vous et votre famille, d'arriver à cette étape et qu'est-ce que vous pourriez conseiller pour essayer d'entreprendre ce chemin dans la même direction? Essayez de comprendre ce qu'est cette blessure. La voie vers la guérison n'est pas facile. Pas facile de savoir ce qu'il faut faire. Donc, essayez de comprendre par quel bout faut-il entreprendre le chemin de la guérison. Ça n'a pas été aisé. J'étais gêné. J'étais couverte d'un sentiment de honte. Donc, beaucoup d'éléments qui sont revenus, des souvenirs dans la mémoire. Donc, je sais que j'ai demandé de l'aide. J'ai eu besoin d'aide. Et également le mal que j'avais fait euh, au sein de mon couple et de ma famille. Donc une fois que nous avons été capables de parler, parler c'est très important. Également le langage corporel, faire quelque chose. Essayer de faire sortir
d'être utile, d'être intuitif, de pouvoir parler, de pouvoir, vous savez, faire sortir cet éléphant qui est dans le magasin de porcelaine. C'est une expression que l'on peut utiliser dans cette perspective. Comprendre qu'on peut être vulnérable. Nous se protéger pendant trop longtemps et euh, ensuite casser les barrières et permettre à ma famille de revenir vers moi. Et j'ai envie de dire, parce qu'il faut savoir que euh, je ne savais pas en fait dans mon cas, donc je ne savais pas ce qu'il fallait faire et je n'avais pas compris ce que mes blessures avaient causé à ma famille. Très intelligente que vous avez souligné parce que vous avez répondu aux questions parce que nous étions extrêmement curieux de comprendre comment est-ce que les gens ont voulu se joindre au panel. Merci beaucoup pour avoir partagé avec nous votre expérience. Choisir de d'expliquer sa vulnérabilité et de pouvoir partager vos histoires, vos expériences. Euh, Polly, s'il vous plaît, si quelqu'un peut répondre lorsque vous avez dû faire face à ces temps extrêmement difficiles, qu'est-ce qui vous a aidé à sortir la tête de l'eau? Alors peut-être Jace et ensuite Tim. Parfois, lorsque l'on est dans ces moments si difficiles, lorsqu'on est dans ces moments si difficiles, et la connexion que l'on peut avoir. Donc il faut savoir que en ces temps si difficiles, je m'en souviens encore, il a été possible éventuellement de faire de son mieux. Tim, est-ce que vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? Lorsque vous avez vécu ces temps si difficiles, qu'est-ce qui vous a rempli d'espoir et vous a permis de sortir la tête de l'eau? Je pense le sentiment que je n'étais pas seul, que je n'étais pas le seul à qui cela arrivait. Je m'ai parfois senti tellement débordé, tellement submergé. J'ai aidé mon épouse à revenir d'une tentative de suicide à cause de ces sentiments de culpabilité. Donc, comprendre que je n'étais pas seul, qu'il y avait une aide pour moi, c'était un véritable soulagement. Et je suis une personne très indépendante et le fait de m'accrocher à quelqu'un et de demander de l'aide a été pour moi une étape majeure dans le processus de guérison. Quelqu'un d'autre? Donc pour moi, c'était en fait euh, tout ce qui s'est passé en ces temps tellement troubles. Vous savez que la dynamique familiale, comme cela a été proposé dernièrement, et également euh, les routines quotidiennes, et cela m'a rempli d'espoir, c'est qu'en fait, j'ai pu aider mon père à comprendre ce qu'il devait faire. Il n'avait pas toujours les outils pour faire face à cela. Ainsi, voir ces routines du lundi que nous nous étions imposées a été une véritable aide. Pour moi,
comprendre comment nous avions pu aller si loin et que c'était simplement un moment furtif. Cela durait 12, 16, 60 semaines et qui vivait sa meilleure vie. Donc j'avais ce sentiment d'être au milieu d'un cercle que j'espérais vertueux pour pouvoir nous en sortir. Très intéressant de voir les différentes opinions qui s'exposent. Et ce qui m'a rempli d'espoir, en ces temps si difficiles, c'était de savoir que que je ne voulais pas être cet individu qui euh, allait créer un désarroi au sein de notre relation. Et ainsi, comment pouvoir améliorer notre relation? Ça a été extrêmement important pour moi. Donc, Diana, merci beaucoup. Euh, Très important de partager avec moi vos expériences et les différents enjeux auxquels vous avez dû faire face. Donc, au cours d'une dernière présentation, nous avons parlé des connexions et j'aimerais vous parler notamment de l'importance de l'autonomisation. Euh, Qu'en est-il des rôles, mais du narratif au sein de la communauté que vous avez pu... euh, m- m- Cela a été très important pour ma famille, pour mon père notamment, et cela comprend également toutes les personnes qui sont dans euh, l'environnement militaire. Ça n'est pas simplement exclusif aux gens qui sont dans les forces armées, mais euh, cela est très important pendant les vacances, pendant les moments privilégiés, pouvoir parler avec les gens, pouvoir par exemple, en tant qu'enfant d'un certain âge, il était très important, et notamment ce qui était disponible pour mon papa, par exemple, quelqu'un qui était capable, avec autant de détails, euh, comment est-ce qu'il pouvait travailler avec nous? Donc, la communauté est très importante pour vous permettre de comprendre. Tout le monde peut recevoir une aide pour les gens qui font face au stress post-traumatique. Maintenant, concernant l'aspect des vétérans, je pense qu'il faut établir cet environnement communautaire qui est si important, pardon. Il faut en parler, avoir une connexion forte, robuste, et une fois que ce diagnostic est proposé, il faut pouvoir y faire face. Donc, il faut être beaucoup plus sélectif. Et également, il faut également essayer de renforcer l'aspect organisationnel. Personnellement, pour moi, c'était très important, être impliqué et pouvoir connecter avec d'autres parties prenantes, parce que cela vous permet de comprendre que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez également comprendre que ce qu'il vous arrive est assez normal. Cela vous permet d'aller au-delà des problèmes auxquels vous faites face. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait partager, rebondir sur ce qui a été dit? Diane, Tim. Donc, pour moi,
personnellement. Pendant mon processus de guérison, je me suis impliqué de manière beaucoup plus intense avec la communauté, moi-même, mes homologues également, et j'ai également essayé d'avoir des conversations concernant les stress post-traumatiques, parce que ça n'était pas facile. Je n'étais pas très à l'aise avec ce qui était dit. Donc, vous le savez, j'essayais de comprendre ce qui se passait. Les gens avec qui je parlais au sein de notre communauté étaient assez curieux de comprendre ce qui se passait. Et c'était un moment clé pour moi. Essayer de comprendre un petit peu cet élément assez gênant, troublant concernant ce stress, ces blessures euh, opérationnelles. C'était important de voir que d'autres familles, d'autres communautés étaient capables d'aborder ces questions. C'était une opportunité majeure pour avoir ces ressources, ne pas être seul, ne jamais rester seul. Merci Diane. Tim, vous voulez intervenir? Il y a eu beaucoup de comprendre que au début de l'année, je me souviens comprendre comment est-ce que nous avons pu passer à travers ces questions, et j'ai envie de me décrire comme une personne très indépendante, je n'ai pas peur de le dire. Ainsi, lorsque j'ai vu cela, euh, cela m'a ouvert les yeux, il faut le dire. Je ne sais pas qui a besoin euh, de comprendre cela. Une personne trop indépendante est une personne qui souffre d'un traumatisme. J'ai été blessé par les gens. En fait, nous avons besoin de tout le monde. Donc, en tant que personne très indépendante, il était très important de me joindre à un groupe, d'être indépendant et de dire que c'est bon, les gens vont m'accepter, vont pouvoir travailler avec moi. Et j'ai compris, en fait, qu'il y a toujours une personne vers qui vous pouvez vous tourner, vers qui vous pouvez échanger. Donc, je pense que s'impliquer dans ce processus et de pouvoir faire appel à un véritable processus d'aide, c'est très important. Donc, j'ai envie de leur dire merci, merci, merci Tim, merci beaucoup pour votre description. Cela décrit très bien, je pense, ce que les vétérans ont dû vivre. Donc, je pense que le plus important pour moi, à travers ces années, je pense, a été très important. J'étais seul, j'avais pas ce sens de la communauté, et lorsque j'essayais d'être beaucoup plus connecté, Expériences avec ma famille qui étaient des civils voulaient m'aider, mais ils n'arrivaient pas à comprendre. Quand j'ai retrouvé que ma communauté m'a comprise, je les ai gardés, je les ai pas laissés partir. Alors, telle, euh, une telle conversation riche et enrichie est importante. Rain, si je pourrais, si je peux, parce que toute chose qui vous a résonné, qu'est-ce qui en ressort de la conversation d'aujourd'hui? Je pense que je pense que les gens doivent comprendre la partie
la partie communication, la partie passion, compassion, rester lié, connecté, lier les émotions les uns avec les autres. C'est ce que j'ai pu entendre. Merci beaucoup. Notre question, nous avons eu tellement de participation, nous avons été honorés par le nombre de personnes. Il s'agit de familles de vétérans ou d'anciens combattants pour les familles de combattants, de familles combattants, des vétérans, des fournisseurs de services aux fournisseurs de services. Merci d'avoir été présents. Merci d'avoir investi de votre temps, d'avoir parlé des besoins. Puisque nous avons cette opportunité, quels sont certains commentaires ou les mauvaises conceptions que les gens ou les idées reçues que la population a sur les familles d'anciens combattants, les mauvaises conceptions ou comment peut-on les combattre? C'est trop gros, ces idées fausses. Alors pour moi, je dirais que selon ma propre expérience, ma famille ou les familles et d'autres qui sont proches, l'une des fausses idées est que il existe une blessure, que la blessure n'a pas d'impact sur eux ou sur leur vie. Ce n'est pas vrai. Ou même sur leurs relations. Ce n'est pas vrai. Et je dois dire que même certains de mes pères, avant que nous le sachions, avant qu'on vous voie, on se disait c'est ma blessure, c'est moi qui souffre. Vous n'êtes pas ceux qui souffraient. On se posait pas la question vous êtes celui qui est à la maison, qui s'occupe des enfants. Et ça c'est la réalité de ma pensée. C'est ça l'idée fausse. Il s'agit pas seulement de la personne qui a été blessée, parce que généralement la personne blessée pense c'est moi qui a été blessé, c'est moi qui souffre. Ce n'est pas le cas. C'est tout le monde, c'est toute la famille qui souffre. Et vraiment, j'ai accepté ma part de faire partie de cette douleur, de cette blessure. Il s'agit de nous. Je vous vois maintenant. Il est important que d'éduquer également le soldat ou l'armée et de voir que la blessure n'incombe pas seulement à la personne qui est blessée. Il ne s'agit pas que de lui ou d'elle, mais de nous tous. Et il est important de savoir que nous sommes tous dans ceci ensemble. Il est important de normaliser la blessure de la santé mentale. Ce n'est pas comme comme une jambe cassée. Ce n'est pas, c'est pas le cas. C'est une conversation au quotidien. C'est humain. Nous sommes des humains. Nous avons beaucoup de choses qui se passent dans nos têtes et nous n'avons pas besoin de plus. Nous avons besoin de moins. Et le moins est que plus nous en parlons, plus nous avons des femmes de vétérinaires, les médecins, qui ont vécu cette expérience. Nous avons les uns les autres. Et c'est comme ça que nous allons combattre ceci. Nous devons parler, nous devons discuter, nous devons avoir cette communication, nous devons nous respecter, être gentils à l'égard des uns des autres. Et on peut faire le travail. Et on peut toujours avoir ces sentiments positifs pour combattre et aller à l'encontre de cette stigmation, de cette blessure mentale, qui n'est pas seulement qui est une personne, mais qui affecte toute la famille. Et que la famille fait partie de la blessure. Nous sommes tous ensemble dans cela. Et c'est comme ça que nous allons combattre et pallier à cette... il est important que la santé mentale soit offerte à tout le monde. Vous savez, j'ai des larmes en vous entendant parler. Nous avons Tim, Bethany et puis Rain. Tim, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Parce que vous êtes toujours en sourdine. Oui, je pense que Diane a parlé de tout. Il s'agit de nous. Et il s'agit de on. Il est important de reconnaître qu'il n'existe pas seulement une blessure physique, mais une blessure mentale également.
Je pense que l'une des parties de stigmatisation, c'est de réfléchir aux autres, se dire que si j'ai cette blessure, est-ce qu'il y a quelque chose de mal? Faut pas mettre le mal pour tout le monde. Si je suis blessée comme ça, c'est que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans mon couple. Pas du tout, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas. Il est important de parler en couple. Et il n'est pas important de dire j'ai un traitement spécial parce que j'ai une blessure, une blessure mentale. Mais tout le monde a une blessure d'une certaine manière. Mais ces personnes n'ont pas prêt à partager sous une forme ou quoi que ce soit, ou cette blessure. Alors, toute ressource est importante. Est-ce que ces gens sont prêts à mettre à mal ces barrières? Donc, ces idées fausses, c'est de dire que tout va bien, rien, pas de problème, pas du tout. Vous devez régler ce problème à travers l'assistance, l'appui des pairs, comme nous l'avons dit. Et bien sûr, disséminer le mot. Mais excellent, Diane, ce que vous avez dit a vraiment éclairé, mais également a reflété ce qu'elle a dit. Diane a dit quelque chose de très puissant. Vous savez, je pense que je l'avais déjà dit dans une autre question. Ceci a été déjà mentionné dans une présentation auparavant. L'une des idées fausses concernant les enfants adultes, c'est que dès que nous avons 18 ans, que nous sortons de la maison, nous sommes plus magiquement impactés par l'OSA familial. Ce n'est pas le cas. On peut voir qu'il existe une idée fausse, euh, comme Géris l'avait dit, et il existe beaucoup d'écarts dans la programmation d'assistance pour les enfants adultes militaires. Il n'y a rien pour ces adultes pour les soutenir, qui ont des membres, qui ont OSI, qui ont des SSPT. Et comme je l'avais dit, pourquoi? Parce que vous ne vivez plus sous la maison. C'est pas parce que vous ne vivez pas dans la même maison que vous n'êtes pas impacté par ce qui se passe à la maison. Car ceci toujours a un impact sur la dynamique de la famille, la relation avec ses parents. Et d'autres personnes, ceci a même un impact sur l'avenir, sur leurs relations avec d'autres personnes. Euh, et même leur dynamique familiale est différente. Leur propre dynamique familiale va changer à cause de ce qu'ils ont souffert. Donc, mais l'idée fausse, c'est de dire vous êtes une adulte, vous pouvez vous en sortir et vous n'êtes pas, vous faites partie de ces programmes d'assistance. Donc, il est très important de créer cette sensibilisation, que ce n'est plus le cas, qu'il existe de certains un impact profond sur les enfants militaires, sur leurs relations, sur leur vie en dehors de la famille, en dehors des gens qui comprennent, qui le savent, ce que NOSI veut dire. Alors créer cette sensibilité et sensibilisation est très importante à travers la recherche, à travers le développement de la programmation et de la planification. Je pense que c'est la seule manière d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Bethany, c'était très bien dit. Je sais que nous avons eu cette conversation, je dois dire. Comme vous le savez, nous sommes des collègues, nous sommes des amis. Nous avons des enfants, nous voyons les luttes et les combats au quotidien. Mon son à 30. Il a toujours il ne vit pas avec nous, mais il a toujours son sac au dos qui est rempli de pierres. Mais toujours. Alors, comment cette manière a commencé? Il arrive plus, il ne vit pas avec nous, mais cette sensation est toujours là. Et vous savez, cet effet et la relation, vous savez, ceci affecte la vie qu'il a au quotidien, sa relation avec les autres. Merci d'avoir mis en lumière ces éléments, d'avoir partagé ces éléments. Et désolé, avant d'aller vers Lorraine, il y a quelque chose, une conversation entre Beth et je pense qu'il était très intéressant pour moi en tant que, comme Police avait dit, que les parents adultes sont maintenant adultes et il est important de voir le parcours. On avait une conversation avec, en préparant ce sommet, où Ihup avait partagé sa perspective et s'en aperçut qu'en tant que personne, dans cet âge de 18 ans, il n'avait pas l'aperçu, cette capacité, l'expérience de vie pour comprendre et traiter ça et processer sa expérience. C'est seulement quand il est devenu adulte, et il a eu beaucoup de ces expériences, que les choses, ce sont mes mots, mais non pas les siennes. C'est là où il a vraiment été impacté, ou c'est là où il a dit il y a beaucoup de choses que je t'aimerais déballer.
Et c'est pour cette raison que je pense que nous voyons de plus en plus des enfants adultes aller de l'avant. Pourquoi ils n'ont pas exprimé leurs besoins il y a quelques années de cela? Tout simplement parce que ces personnes ont besoin de ce temps. Donc, je pense que c'est une observation qui est très intéressante que je voulais partager avec vous. Laurine, la parole est à vous. Merci beaucoup. Les fausses idées, c'est que qui entourent mon frère. Par exemple, mon frère a 60 ans. Donc, c'est que la blessure voulait dire faiblesse. Ça veut dire que vous mettez cet uniforme, vous êtes fort, que vous pouvez prendre tout ce, après le corps, tout ce que vous fasse, mais qui vous fait face. Il était très, faisait face, mais il a fait face à l'OSI. L'OSI n'est pas de la faiblesse, ceci fait partie de l'uniforme, fait partie du parcours, et il n'est pas moins, euh, et il va pas demander moins à cause de cela. Donc je pense la guérison et l'espoir. C'est ce qui l'aide, la guérison et l'espoir. Merci beaucoup Lorraine. Alors je voulais pour les panélistes, l'un des commentaires dans la session questions-réponses, et je pense que c'est très poignant, c'est merci beaucoup à ce panel. C'est la première fois que je me suis sentie bien concernant mes blessures, ou liées d'une manière ou d'une autre, depuis très longtemps. Vous savez, là j'ai de la chair de poule en lisant cela. Vous savez, ce que nous mettons ensemble aujourd'hui a eu du sens pour tellement de personnes et a fait la différence pour beaucoup de personnes. Nous sommes ouverts. Nous avons quelques minutes. Donc Larissa, à moins qu'elle ait une autre question, j'allais demander au panel s'ils avaient dernier mot sage pour nous laisser. Jason. Avant de... Alors, je ne vais pas répéter les mots de Lisa, mais en regardant les idées fausses et les mauvaises interprétations et ce qui se passe, et à travers les commentaires que je vois sur le chat, quand les personnes entendent le SSPT, les anciens combattants ou les premiers intervenants, ce que nous voyons des médias, généralement les personnes disent cette personne va commettre un suicide ou va se suicider, que cette personne est cassée, que cette personne n'est plus utile dans le rôle. Je pense que l'une des choses que nous devons réaliser, c'est à quel point ces parties ne sont pas vraies. C'est pas parce que vous avez un diagnostic, veut dire que c'est un suicide, qu'il y aura un point focal. Oui, peut-être que ça va se présenter de façon différente, à des étapes différentes, mais cela ne veut pas dire que c'est le résultat final. Et concernant l'idée de casser ou d'inutile ou de ne pas être capable de faire, alors je reviens toujours à l'idée de vous savez, de prendre quelque chose qui est considéré comme cassé pour donner. C'est ce que le PTSD peut faire pour nous, c'est mettre ces parties ensemble. On ne va plus être les mêmes personnes, mais nous aurons toujours des bases sur lesquelles nous travaillons. J'aime cette analogie que vous avez mentionnée, c'est tellement profond et c'est tellement vrai. Et je sais que Jason, nous avons eu cette conversation de personnes qui ne comprennent pas quand vous appréciez le SSPT, quand le SSPT est rentré dans votre vie. Vous savez, c'est d'aller vers ce point, et peut-être que vous y allez ou peut-être pas, mais selon la perspective de gens, il est important d'écouter cette perspective, leur perspective, en reconnaissant qu'on a un SSPT, leurs relations sont plus fortes. Il existe également un parcours et ils sont reconnaissants car sans le PTSD, leur vie n'aurait pas été là où elle est actuellement. Donc, Stéphanie, est-ce que vous avez quelque chose? Alors, je dirais que ceci résonne en moi et la partie que je voulais dire en premier lieu, c'est que peut-être, je dirais pas que je suis reconnaissante au SSPT, peut-être que je ressens la même chose, mais je pourrais voir le parcours de mon père, de mon frère et comment ils sont directement impactés par l'expérience que nous avons eue en grandissant. Donc mon frère est un membre des forces armées canadiennes et je suis
que je suis étudiante doctorante sur les traumatismes des forces armées canadiennes. Donc, ce qu'il faut se rappeler notamment, c'est que alors que nous sommes là à discuter comment le stress et ces blessures affectent la famille, il existe des points positifs qui peuvent sortir et que un diagnostic de OSA ne veut pas dire que nous sommes cassés, qu'on n'ira jamais bien, que tout ce que nous recherchons pour nos familles ne marchera jamais rien. D'autres étapes pourront être prises qui seront aussi puissants. J'adore cette direction que ceci a pris. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, derniers mots? Pour moi, je dirais que j'aimerais rajouter, s'il y a une chose qu'on pourrait prendre de ces derniers 2 jours que nous avons eus, est la suivante. Nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Vous n'avez pas besoin d'être seuls. Contactez les gens qui peuvent vous aider. Vous allez parler, vous allez contacter quelqu'un qui a la même expérience, qui ceci me rappelle l'un de mes amis de Manitoba, Tagistar, qui a 75 ans, et elle a perdu son mari il y a 2 ans de cela. Et j'étais là, vous savez, on devait parler de quelqu'un, concernant les pertes, comment il se sentait, et elle a dit, j'aimerais faire ça. Et, et je lui dis, j'aimerais pas que tu sois seule. Elle a dit, je suis pas seule. J'ai des amis et je vais leur demander de m'aider. Et donc, et je me suis dit, waouh, c'est tellement beau, c'est tellement puissant. En tant qu'enfant, on peut le faire, hein. On peut rendre les choses de plus en plus grand jusqu'à ce que ce soit une conversation normale et on peut aller vers l'étape suivante. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un des points les plus intéressants pour prendre. Je sais que nous avons déjà entendu Hua et je pense que nous arrivons vers la fin avec vous, chers collègues. Et voilà, ça se termine avec nous. Mais on va passer à la clôture. Ah, voilà, enfin, c'était moi. J'arrivais pas. Alors, Hua, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé votre expérience. À travers votre partage d'expérience, je peux sentir la force individuelle que chacun d'entre vous, à travers votre vulnérabilité. Mais également, je vois de l'espoir. D'accord? Je vois de l'espoir. Je pense que pour moi, peut-être que je pourrais en parler, mais peut-être parce que c'est très difficile de vous contacter, de demander de l'assistance, mais pourquoi j'aimerais le faire? Et c'est ça la question que nous devons tous nous poser. En ne vous contactant pas, quelle aurait été l'alternative? Donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous et vraiment d'avoir mis en lumière nos vies pour que nos vies soient aussi illuminées que possible. C'est un grand plaisir. Juste pour poser votre question concernant l'importance de se connecter. Vous savez, vous pouvez regarder le coucher du soleil ou le lever du soleil, c'est beau, mais si vous regardez à ce lever du soleil, le coucher du soleil avec quelqu'un qui est important pour vous, ceci a un sens spécial et c'est pour cette raison qu'il est important d'être connecté avec les autres, ce qui rend les choses encore plus belles. Oui, c'est en tant qu'être humain, nous prenons acte de cela. Et pour moi, personnellement, l'OSI
est un sentiment d'isolation et de protéger moi-même. Et c'est contre-intuitif. C'est à travers la connexion que je peux partager cette expérience, cet espoir pour que je puisse aider les autres. Et j'adore cette analogie avec la poterie japonaise. Merci Jason pour cette analogie. Je pense que nous arrivons vers la fin de notre sommet. Avant de donner Firdaus de se joindre à nous, alors je voulais juste vous rappeler de remplir le formulaire d'évaluation. Dites-nous quels sont les éléments que nous devons améliorer. Dites-nous également les points que nous devons garder notamment. Et encore une fois, votre vote, votre voix, pour que Larissa soit MC l'année prochaine, va sûrement se faire. Merci beaucoup, cher auditoire. Merci d'avoir pris le temps, ces étapes, d'avoir été engagé pour les 2 jours pour votre guérison. Quand on s'engage pour la guérison, nous sommes engagés à l'égard de nous-mêmes. Et c'est un travail encore une fois, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Firdaus Husseini, mais avant de ramener Firdaus, alors je prends mon devoir de retour. L'année dernière, t'as déjà fait, alors, ce que j'aimerais dire et mentionner, c'est que cette conversation, j'ai aimé le chat, j'ai aimé les questions, il existe beaucoup de validation et ceci pourrait ouvrir les voies pour prendre des examens. Je sais que c'est dans le chat, mais j'aimerais dire que nous avons un appui et un soutien clinique, que les informations sur le chat, elles sont disponibles sur le lieu, vous pouvez cliquer dessus. J'aimerais vous encourager et explorer un peu plus et faire sortir ce que vous avez dans le corps et le cœur qui vous pèse pour le panel que vous avez retenu au cours de ces 2 derniers jours.